Faire de Bamako-Ouagadougou un axe stratégique de coopération et d'intégration, c'est l'ambition affichée par les autorités du Mali et du Burkina Faso. C'est du moins ce qui ressort du communiqué conjoint à l'issue de la visite en terre burkinabé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Grand format de la rédaction, état des feux tricolores à Bamako, 20 à 30% ne fonctionne pas selon plusieurs sources. Les policiers font de leur mieux pour protéger les usagers et réguler la circulation, mais il est urgent d'agir. Projecteur de la chronique culture et société sur le cinéma malien, c'est au lendemain du 28e FESPACO qui a ouvert ses portes hier. Souleymane Cissé et Chekmar Sissoko, deux grands cinéastes maliens, ont marqué ce rendez-vous biennal du 7e art avec l'étalon d'or. Alpha Maïga est allé à leur rencontre. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les autorités du Mali et du Burkina Faso décident de faire de Bamako-Ouagadougou un axe stratégique de coopération et d'intégration. C'est du moins ce qui ressort du communiqué conjoint à l'issue de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à Ouagadougou. Extrait du communiqué final lu ici par le ministre délégué à l'intégration régionale du Faso. Au cours du séjour de la délégation malienne, un conseil conjoint de gouvernement de la République du Mali et du Burkina Faso s'est tenu. Sous la coprésidence de leurs excellences, M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef de gouvernement de la République du Mali, et Apollinaire Joachimson Kelembe de Tambela, Premier ministre chef de gouvernement du Burkina Faso. À l'ouverture des travaux du conseil conjoint de gouvernement, les deux premiers ministres se sont réjouis de la tenue effective de ce cadre de concertation bilatérale et ont souhaité qu'il soit institutionnalisé avec une périodicité de 6 mois pour sa tenue et de façon alternée. Les deux premiers ministres ont réaffirmé le ferme engagement de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, et le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de faire de l'axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud. Le Conseil conjoint de gouvernement a procédé à l'examen des questions spécifiques telles le processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires à l'encontre des deux pays, le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou et le projet de fédération. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leur pays et dans la bande sahélo-sahélienne, les deux délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts avec ceux des autres pays de la sous-région pour faire face à ce fléau et appelant à une synergie d'action au niveau régional pour l'endiguer. À ce propos, le chef de la délégation malienne a, au nom du président de la transition du Mali, de son gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à son nom propre, salué la mémoire des vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'acte terroriste lâche du 17 février 2023 sur l'axe Oursi-Déou. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation ont salué la convergence de vues des deux chefs d'État sur les questions d'intérêt commun et déploré le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO à l'encontre des 3 pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République de Guinée, en dépit de leur plaidoyer pour la levée des dites sanctions. À ce propos, les chefs de délégation ont relevé que ces sanctions imposées de façon mécanique, dont l'impact touche les populations des États concernés, ne tiennent pas compte souvent des causes profondes et complexes des changements politiques et appellent la communauté internationale à un changement de paradigme dans son appréciation. Le Conseil s'est félicité du niveau et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Afin de la dynamiser, les chefs de délégation ont instruit les ministres chargés des Affaires étrangères d'œuvrer à la tenue prochaine de la 10e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Mali.
Conformément aux conclusions de la réunion tripartite des ministres chargés des Affaires étrangères tenue les 8, 9 et 10 février 2023 à Ouagadougou, les deux parties ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération. Avant de quitter Ouagadougou, le Premier ministre a rendu visite à la délégation malienne au FESPACO, à qui il a remis une enveloppe symbolique avant de les remercier et féliciter pour tout ce qu'ils font pour représenter dignement le Mali. Écoutons le Premier ministre au micro de Aliou Touré de la presse de la Primature. Nous sommes venus saluer mon homologue du Burkina Faso et moi-même, les artistes maliens qui nous ont vraiment honorés hier par les chansons, par les discours, par les manifestations, par la chorégraphie que nous avons vue. Et au nom des présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, nous sommes venus donc saluer les artistes maliens. Bon, et bien entendu, suivant la tradition africaine, je ferai un geste symbolique au nom de notre président. C'est pour leur dire que le président est de cœur avec eux. Nos deux présidents sont de cœur avec eux. Nous savons que les artistes des deux pays sont ensemble et de nous pousser à aller de l'avant. Les peuples sont ensemble. Les artistes, je suis venu dire sur votre estrade ici pour que ça soit clairement dit à tout le monde que nos deux chefs d'État, nos deux gouvernements sont résolus à aller de l'avant. Nos peuples veulent se donner la main pour combattre le terrorisme, pour développer les pays, instituer des institutions démocratiques. Du FESPACO, donc sera question en fin de journal avec Alpha Maïga. Dans la chronique Culture et Société de Ouagadougou, rendons-nous à Nouakchott qui accueille la 7e édition du FISO, Festival international des Soninké. Au-delà des festivités, cet événement, c'est aussi des débats différents sur différentes thématiques. La santé, la création de la banque des Soninké ou encore l'identité Soninké sont évoqués. Le point avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Fouzeni Tunkara et Djeli Makandiabate. 4 conférences d'envergure en 3 jours entre les Soninké et autres partenaires à Nouakchott. La première a porté sur les origines, les trajectoires de la communauté Soninké dans le Sahel, la cohésion et la tolérance religieuse. Alors objectivement, il s'agit au terme de travaux d'arriver à produire un document qui pourrait contribuer à asseoir un environnement pluriel, un environnement davantage tolérant. Les questions de santé sont aussi parmi les priorités du Soninkara. Une conférence a été largement consacrée à la thématique à travers le sous-thème « Financement des soins de santé en milieu soninké ». Nous avons proposé une couverture santé. Elle va garantir à ses assurés la prise en charge des frais médicaux et des frais d'hospitalisation. Donc nous avons conventionné avec Grâce à Voix et la Polyclinique des centres de santé, des laboratoires, des pharmacies dans lesquels les prises en charge seront effectuées à 100%. Pour inviter les jeunes Soninké à embrasser le métier de la terre, une fenêtre a été ouverte sur l'agrobusiness. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le seul domaine qui permet de faire 500% de bénéfices. Je donne l'exemple, serait-ce que pour le melon. Nous arrivons à faire 20 800 pieds à l'hectare. Et chaque pied nous donne 3 kilos, 3 melons. Et chaque melon nous donne à peu près une moyenne de 3 kilos. C'est un chiffre d'affaires de 37 millions de francs CFA. Et cette culture de melon, on peut le faire 4 fois dans l'année. 4 fois dans l'année, imaginez, c'est à peu près un peu moins de 100 millions par hectare. La conférence la plus attendue pour le FISO 2023 était celle relative à la création de la banque des Soninké. La banque Soninké est aujourd'hui devenue une réalité qu'on peut annoncer ici au Festival de Nouakchott. Il va de soi que cette banque, quand elle sera mise en place, elle sera à Banjul, en tout cas en Gambie. Mais également, comme l'ont dit mes prédécesseurs, elle aura également des ramifications dans les autres pays dans lesquels il y a les Soninké. Il est important de signaler que les premières idées issues de ces différentes conférences débats seront analysées et consignées dans un document pour faciliter la mise en œuvre. Et nos envoyés spéciaux nous signalent qu'en marge des activités du FISO 2023, l'ambassadeur du Mali en Mauritanie a rendu une visite de courtoisie à la délégation malienne à Nouakchott. Il a été question des défis au Mali,
Ils ont parlé aussi de l'importance du Festival des Soninké dans la consolidation des liens de coopération entre le Mali et les pays de la sous-région. Les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont débuté hier à Bruxelles, en Belgique. Une délégation du Mali, conduite par le premier vice-président du CNT, participe aux discussions. Écoutons Assarid Ag Imbarkawan. Nous, parlementaires du groupe ACP, sommes mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que nous n'avons aucun recours pour nous permettre de refuser cet accord-là. C'est un accord qui nous divise systématiquement, qui met l'Afrique d'un côté, qui met les Caraïbes d'un côté et qui met le Pacifique d'un côté. Alors qu'il y a combien d'années, depuis l'accord de Georgetown, nous sommes ensemble. Et voilà que maintenant, on crée un accord pour essayer de nous diviser. Mais on se rencontre probablement une fois par an, ça si les Européens le veulent. Et il y aura des assemblées au niveau des régions, c'est-à-dire que les Africains, nous, au niveau de l'Afrique, on va se réunir, les Européens seront parmi nous là-bas, ils vont savoir ce qui se passe chez nous, les Caraïbes vont se réunir entre eux, les Européens seront là-bas, ils vont savoir ce qui se passe au niveau des Caraïbes, le Pacifique va se réunir, les Européens seront là-bas, ils vont savoir ce qui se passe au niveau des Caraïbes, et après on fera une réunion commune et on sera tous ensemble. Est-ce que vous croyez que ça c'est une très bonne chose? Nous diviser comme ça, et nous sommes en train de regarder. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi le ministre des Affaires étrangères du Togo, que je salue. Donc vous nous avez mis devant le fait accompli. On ne peut plus rien. On ne peut plus rien faire, parce que cet accord a été déjà paraphé. Sans notre accord, si nous étions impliqués dès le départ, on n'allait jamais accepter d'être divisés. Donc Madame la Présidente, vous nous avez mis devant le fait accompli, certainement que nous allons accepter. Nous allons faire la déclaration que vous souhaitez qu'on fasse, mais il faut que vous sachiez que nous faisons tout ça là contre cœur. On en vient au grand format de la rédaction, deuxième partie de notre reportage sur les feux de signalisation. La semaine dernière, il était question du non-respect de ces feux par les usagers. Mais qu'en est-il de leur état? À Bamako, vous allez le voir, beaucoup de feux tricolores ne fonctionnent pas. Ils sont pratiquement remplacés par des policiers qui tentent de réguler la circulation pour protéger les usagers de la route. Constat avec Maïmouna Guindo. L'avenue de la Marne à Bozola, le soleil brille. Les conducteurs de motos et voitures foncent sont marqués un temps d'arrêt. Pour cause, les feux de signalisation ne fonctionnent pas. Ils sont certainement en panne. En dépit de la chaleur qui commande tout, l'agent de police réglemente la circulation avec ardeur et détermination. Les gestes sont bien précis. À quelques pas de là, c'est l'avenue Modibo Keïta. Bala Kouyaté est cambiste. Il nous dirige vers les feux tricolores. Un court-circuit a dû brûler le boîtier. Les accidents sont fréquents. Chacun d'entre nous croit dur comme fer qu'il a la priorité des passages, alors que les faits permettent à tout un chacun de savoir quand il doit s'arrêter et quand partir. Mais ceci n'est pas le cas ici. On est témoin de tout ce qui se passe par là. Les chocs sont très graves des fois. Au boulevard de l'Indépendance, même si tout fonctionne, côté ancienne primature, les feux tricolores ne fonctionnent pas, en tout cas à la date du 20 février dernier. Les usagers se réfèrent à l'agent de police. À Badalabougou, Garanti-Bougou en passant par Bakodjikroni ACI, c'est le même constat. Les usagers vivent le calvaire. D'après mes constats, cela fait 2 mois que les feux tricolores de cette intersection à Garanti-Bougou ne marchent pas. Les usagers ont du mal à suivre les mouvements sans feux tricolores. On rencontre des désagréments comme les embouteillages, les chocs, et ainsi de suite. En essayant d'accéder à la route, une moto ou une autre voiture peut venir brusquement se mettre devant toi, ce qui peut provoquer beaucoup de choses, et les embouteillages qui n'en finissent pas.
Au dire des responsables des voies publiques, la plupart de ces équipements sont obsolètes. Nous faisons face actuellement à un vieillissement du matériel. Donc c'est des feux qui ont été installés il y a à peu près une dizaine d'années. Par suite d'accidents, il y a beaucoup de feux que nous perdons, beaucoup de contrôleurs qui tombent en situation, en tout cas qui se gâtent. Parce que quand il y a un accident, c'est un choc. Et un choc, il y a un court-circuit. Et par voie de conséquence, le court-circuit joue sur le contrôleur qui prend un coup. Bamako, il y a eu des efforts dans le domaine en termes d'extension. Le réseau de feux tricolores de Bamako aujourd'hui est de 83. Sur ces 83 carrefours équipés que nous connaissons aujourd'hui, nous avons 24 qui sont en panne. Ça fait environ 27 à 30%. Les responsables ambitionnent d'engager des actions pour remettre sur pied ces feux qui sont en mauvais état. De plus en plus, le nombre de carrefours est en train de prendre de l'ampleur. Nous sommes en train de perdre l'efficacité. Donc il est important que maintenant qu'on puisse engager un vrai programme de renouvellement des installations de feux tricolores. Trouver une solution aux feux tricolores et faire respecter les feux tricolores, c'est sauver des vies. C'était le grand format de la rédaction. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle était hier à Sikasso. Bakary Doumbia a visité le centre de formation professionnelle de la ville et rencontré les membres de l'interprofession Pommes de terre partout. Il a été essentiellement en question de création d'emplois. Nos envoyés spéciaux à Sikasso, Modibo Mariko et Mbarakou Maïga. Sikasso est connu comme une des régions agricoles de notre pays par excellence. Ce fort potentiel a besoin non seulement de soutien financier, mais aussi de construction d'infrastructures de transformation de produits en vue de créer de la valeur ajoutée. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a visité pour cela une des structures pilotes de son département, le centre de formation professionnelle de Sikasso. Ce centre, bâti sur près de 3 hectares pour à peu près 3 milliards de francs CFA, va former une centaine d'apprenants par an dans des domaines comme la transformation agroalimentaire, l'entretien et la maintenance des équipements agricoles, la gestion des intrants. Ce centre a juste besoin de quelques équipements techniques complémentaires et des travaux d'aménagement pour démarrer. Après les centres, le ministre Bakary Doumbia a ensuite rencontré les membres du comité régional de l'interprofession Pommes de terre de Sikasso, une organisation très dynamique qui a fait part au ministre de ses ambitions de production d'1 million de tonnes d'ici 2026, une ambition qui a besoin d'être accompagnée. Donc il est important de venir voir comment, avec les acteurs, comment faire en sorte qu'on puisse finaliser ce centre-là. Nous avons pris langue, nous avons discuté, nous avons ébauché des stratégies. Il y a énormément de potentialités au niveau de la production de pommes de terre. Je vais voir avec mon collègue du développement rural, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour prendre en charge toutes les propositions, les difficultés qui ont été réunies lors de la rencontre avec les producteurs de pommes de terre. Le ministre Bakary Doumbia a ensuite rencontré l'équipe de ses services déconcentrés. Une équipe là aussi sur une bonne dynamique, a-t-il fait savoir, mais non sans appeler les différents acteurs à plus de collaboration. Auparavant, le ministre avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso et transmettre par la même occasion les salutations des plus hautes autorités. Restons à Sikasso qui accueille une délégation du Conseil régional de Caille pour une visite de 2 jours dans la région. Objectif, s'inspirer de l'exemple de Sikasso en matière de développement. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. La présentation de la région de Sikasso, suivie des communications sur les services du Conseil régional, le suivi, évaluation et l'animation territoriale constituent les temps forts de ce cadre d'échange entre la délégation du Conseil régional de Cayo et le Conseil régional de Sikasso. Un partage d'expérience qui se tient dans le cadre de la visite de la délégation du Conseil régional de Cayo, venue s'inspirer de l'exemple de Sikasso. Le développement est bien avancé dans la région de Sikasso. Donc, en tout cas, avec cette rencontre, nous allons voir nos faiblesses et puis nos points forts. Donc maintenant, au retour, on va essayer d'améliorer nos faiblesses ou bien de les corriger pour que nous soyons au même niveau de développement avec la région de Sikasso.
Les échanges ont aussi porté sur les potentialités de la région de Sikasso, les principaux partenaires, la coopération transfrontalière et les pistes d'investissement dans la transformation agroalimentaire, la filature et la promotion des services d'énergie renouvelable. L'initiative de Cayo est saluée par la collectivité région de Sikasso. C'est le donner et le recevoir. Donc peut-être que ici à Sikasso, on a des informations à les donner. Et ils ont aussi des expériences au niveau du conseil régional de Caille qui doivent partager aussi avec le personnel du conseil régional de Sikasso. Donc nous, vraiment, nous les remercions pour avoir choisi Sikasso et que le contact sera toujours maintenu pour d'autres rencontres qui seront peut-être préparées dans les jours à venir. Le conseil régional de Sikasso qui va faire un déplacement à Caille. La mission d'échange de 2 jours doit s'achever par des visites touristiques. Comment se portent les pupilles de la nation et de l'État dans la région de San? La directrice de l'ONAPUMA, Office national des pupilles du Mali, est allée s'imprégner de leurs conditions de vie et scolaires. Le constat dans ce reportage signé Idrissa Koné. Mon travail, ça va être les soldats. Tu veux être soldat? Oui, être soldat comme son père tombé au front il y a 5 ans pour la défense de la patrie. Ibrahim Arama fait la 7e année et sa sœur la 9e année. Tout comme ses 2 orphelins, ils sont au nombre de 11 pupilles dans la région de San. Comment se portent-ils à l'école, en famille et dans les centres d'adoption? L'ONAPIMA, la directrice et son équipe sont arrivés aujourd'hui pour voir comment nous vivons chez nous, comment les enfants sont entretenus, quel est leur niveau de scolarité. Ici, chez nous, à Dauphiné, nous avons 6 pupilles de la 3e année à la 9e année. Nous sommes vraiment contents pour accueillir la directrice de l'ONAPUMA au sein de l'orphelinat La Providence Dauphiné. Les moyennes du premier trimestre et les notes des différentes matières sont scrutées dans les familles, tout comme à l'orphelinat, la santé, la nourriture, bref, aucun aspect n'échappe à la maman des pupilles. Je pense que les résultats sont atteints. Nous avons fait le plaidoyer et les résultats sont là. Nous sommes assez satisfaits de cette mission qui, je pense, va donner beaucoup de visibilité et surtout un appui de qualité à ces pupilles qui sont rien d'autre que nos enfants, les enfants de la nation. Grâce à cette visite-là, moi-même, je viens de me rendre compte de beaucoup de petits problèmes les concernant. Et je suis sûr que dans les jours à venir, nous allons travailler ensemble pour pouvoir au moins corriger ces imperfections. Pour l'occasion, la directrice était accompagnée de ses plus proches collaborateurs et les agents du développement social et de l'économie solidaire de San. Fin de la session des magistrats militaires à l'école de maintien de la paix à Blondembe. Ils ont passé en revue notamment le rôle et la place du conseiller juridique, la protection des civils lors des conflits armés, la judiciarisation du théâtre des opérations, entre autres. Abdul Karim Kaba. Impliquer les conseillers juridiques dans l'élaboration des textes régissant les forces armées et élaborer un manuel du conseiller juridique sont autant de recommandations formulées à l'issue de cette session destinée aux conseillers juridiques. Pour le porte-parole des participants, cette formation permettra aux magistrats militaires d'être mieux aptes à dire la loi. Il s'agit là de légiférer en la matière et mettre ça à la disposition des autorités militaires. Il y a lieu de mettre cette justice dans les meilleures dispositions de travail. Abondant dans le même sens, le directeur de la justice militaire et les partenaires ont salué la tenue de la session tout en demandant sa pérennisation. Ce séminaire a été une opportunité importante pour les magistrats militaires de croiser leur expérience, de confronter leurs analyses, de questionner leurs propres certitudes et d'apprendre à travailler ensemble sur des questions juridiques majeures. C'est une bonne nouvelle que le Mali, que les forces armées maliennes aient élaboré des cursus qui permettent des apprentissages continus en droit international humanitaire, bien que le cas des participants découvre pour la première fois certaines notions qui ont été présentées dans les différentes sessions au cours de cette formation. La lutte contre le terrorisme va avec le respect des droits de l'homme, d'où l'engagement des autorités de la transition.
Les travaux ont permis de souligner l'importance de poursuivre les efforts dans le renforcement des capacités des conseillers juridiques afin d'impulser plus d'efficacité dans l'application des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Renforcer les magistrats militaires dans leurs tâches aura été cette session, et cela afin de relever de façon efficace les défis. Et justement, dans nos programmes ce soir, un débat sur les droits humains avec les magistrats. C'est une question d'actualité à ne pas manquer avec Sira Batili. 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Les administrateurs examinent l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session et le programme d'activité 2023 assorti de son budget. Agibou Koulibaly. Cette 4e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est un cadre d'échange et de débat sur les grandes questions qui touchent la vie de la structure en termes d'orientation générale, de contrôle de l'exécution, l'examen des documents techniques. Au titre de l'année 2022, le budget de l'agence a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 350 millions de francs CFA. Au niveau du Mali, il y a au moins plus de 45 millions d'euros qui sont annoncés par les partenaires techniques et financiers. Donc nous allons prier au moins que toutes ces annonces-là puissent être au rendez-vous pendant l'année 2023. En dépit du gel du budget spécial d'investissement pour un montant de 250 millions de francs CFA, l'agence a pu réaliser plusieurs activités. Ce programme va faire du Mali un vivier d'emploi pour les jeunes dans le cadre de l'eau potable, dans le cadre des pistes rurales, dans le cadre des cases de santé, dans le cadre des écoles, bref, tout ce qui contribue à l'épanouissement personnel de l'homme malien. L'initiative de la Grande Muraille Verte, programme intégrateur et fruit d'une coopération régionale, représente la réponse concertée et unifiée des 11 États du sud du Sahara, signataires de la Convention panafricaine sur la Grande Muraille Verte. Autre conseil d'administration, celui du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Selon les administrateurs, excepté le traitement des enfants atteints de Piébo, la structure a exécuté toutes les activités programmées en 2022. Koumba Sissé. C'est pour soulager les personnes vivant avec un handicap physique que le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM, a été créé. Selon les données retenues par la 21e session ordinaire du conseil d'administration de la structure, le centre a obtenu en 2022 un résultat encourageant malgré les difficultés du moment. Le centre a su s'adapter pour réaliser l'essentiel de sa mission dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle. Et cela est illustré par les résultats techniques ci-après. 13 524 personnes consultées sur une prévision de 12 000, 25 505 séances de rééducation réalisées sur une prévision de 25 000, 829 appareils orthopédiques produits sur une prévision de 800. À la date d'aujourd'hui, les 6 centres régionaux du CNAOM ne sont pas tous fonctionnels. Et bien d'autres difficultés ont été signalées au cours de cette session. Donc en termes de difficultés, nous avons connu le collectif budgétaire qui a réduit considérablement nos ressources, donc jusqu'à 57%. Donc nous avons également au niveau des ressources humaines l'insuffisance de kinésithérapeutes et de techniciens orthoprothésistes. Nous avons sur les 6 centres régionaux 3 qui fonctionnent très bien. Cette année, le budget prévisionnel du CNAOM se chiffre en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard 230 millions de francs CFA. Une partie de ce budget doit être consacrée à la construction du Centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Caille. Et le point Covid du jour, ce dimanche, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 241 tests réalisés. On note 3 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 89 patients sont placés sous traitement. Concours d'émulation entre les centres de développement de la petite enfance, une initiative
de l'ONG Right to Play. La compétition a regroupé 30 CDPE pendant 9 mois. On en sait plus avec Batraouri. L'heure de la récompense sonne pour les directrices des 6 CDPE, Centres de développement pour la petite enfance. Leur centre se détache du lot des 30 CDPE engagés dans le concours d'émulation WASH qui consistait à promouvoir les mesures d'hygiène, d'assainissement et eau potable en milieu préscolaire. L'ONG Right to Play est l'initiatrice de ce concours qui a démarré il y a 9 mois. L'objectif de cette émulation, c'était juste d'amener les gens à travailler davantage. À chaque fois qu'ils doivent poser un seul acte de penser à l'environnement, de penser à leur santé, de penser à tout ce qui concourt à faire en sorte qu'ils puissent avoir un environnement propice aux acquisitions pour lesquelles ils sont venus dans les centres de développement de la petite enfance. Les 6 CDPE lauréats reçoivent leurs certificats et du matériel d'assainissement. Je les invite de continuer à faire les bonnes pratiques au sein de nos CDPE pour la bonne marche et la bonne cause des enfants. Si on dit eau, hygiène et assainissement, c'est la santé. Le sous-préfet de Kalabankoro et la directrice nationale de l'éducation préscolaire se réjouissent de cet intérêt de Right to Play pour la petite enfance. Je vois qu'on s'intéresse de plus en plus à ce sous-secteur de l'éducation préscolaire. Je le dis et je le dirai que tout commence par cet âge. Quand on investira beaucoup dans cet âge, on verra les résultats plus tard. Donc, voir des partenaires qui s'investissent davantage, au même titre que l'État, dans le domaine de l'éducation préscolaire est réconfortant pour moi. Le concours d'émulation WASH en milieu préscolaire a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Rideau sur la 15e édition de la rentrée littéraire de Bamako, un événement sanctionné par la remise de prix aux écrivains. C'était au cours d'une soirée agrémentée par des artistes, poètes et autres slameurs. Boubacar Kanouté. 15 ans au service de la promotion et la valorisation de la littérature. La rentrée littéraire de Bamako confirme sa place de leader au fil des ans comme la plaque tournante de cette discipline. Les férus de la littérature venus des 5 continents ont pendant 5 jours passé au pain fond les difficultés qui frappent le secteur, qui du coup a réduit la circulation des œuvres littéraires. La problématique a été posée, d'où le thème « Décloisonner l'Afrique ». L'innovation de la présente édition est la tenue du premier forum de la manifestation littéraire. Nous sommes au terme de cette 15e édition de la rentrée littéraire du Mali qui a porté sur le décloisonnement de l'Afrique et notamment l'organisation du premier forum des manifestations littéraires en Afrique. Cela a débouché sur une déclaration qui a été rendue publique et donc qui crée le réseau africain des manifestations littéraires. Et ce réseau se donne rendez-vous en 2024 encore à Bamako pour tracer les jalons d'une démarche importante en matière de réseautage et de structuration. 2 prix étaient en compétition. Le prix Massamaka Diabati, remporté par notre compatriote Sébrina Zankoulibaly dans son roman La corde au cou. Il empoche 2 millions de francs CFA. Le prix Ahmed Baba est remporté par Mohamed Abdallah d'Algérie à travers son roman Le vent a dit non. L'auteur gagne 3 millions de francs CFA. Et c'est une charge pour nous à porter ce prix et une grande fierté parce que c'est un prix continental, africain, et l'auteur sera aussi fier que nous et il le portera autant avec force pour toute l'Afrique. Riche en son et lumière, dans une symphonie captivante, la voix inoxydable du musicien malien, le maestro Boubacar Traoré Dikarkar et la prestation de la slameuse Diéné Ibrahim ont émerveillé le public. Vivement la prochaine édition. Et de l'histoire dans ce journal, nous vous emmenons à Djena, une localité située à 35 km de Bla. Le village est créé en 1700 par Kibarou Diarra, héritier du royaume Bambara de Ségou. Djena fait penser à la date du 24 février 1891, une date historique liée à la bataille héroïque face aux colonisateurs français. Ici, des hommes et des femmes, dont une Amazone du nom de Senko Koulibaly, ont fait montre d'une résistance farouche. L'histoire nous raconte que cette dame, avec son enfant au dos, rechargeait des fusils lors de la sanglante bataille. Ce bel exemple de bravoure
est commémoré à la faveur d'un festival grandiose. Jules Sambou Sissoko et Sidiki Balo nous plongent dans l'histoire de ce festival. Djena, la date du 24 février 1891 est celle d'une résistance historique et héroïque des Bambara à la pénétration française, des hommes et des femmes qui n'abdiquent point devant l'ennemi jusqu'au sacrifice ultime. Parmi les résistants, on retient volontiers une héroïne. Il s'agit de Senghor Coulibaly, dont la stèle se dresse au cœur du village. Une source d'inspiration et un devoir de mémoire qui justifie le festival de Djena. Quant à Senghor, c'est une femme brave. Il avait aussi encore des éléments qui l'aidaient concernant maintenant le transport de munitions pour donner maintenant aux différents soufas pour l'attaque maintenant du Tata. Le festival doit également promouvoir le développement local, a indiqué le maire de la commune de Djena. La célébration du 24 février 1891 est un devoir de mémoire. L'exemple de ces braves hommes et femmes doit inspirer les générations actuelles et futures au moment où les autorités du Mali préfèrent la souveraineté à la soumission. Nous devons également saisir toutes les opportunités de développement à travers ces grands rassemblements des fils du terroir. La symbolique de la commémoration de l'anniversaire de cette date historique est forte. Le 24 février 1891, une date historique qui s'inscrit dans le cadre de la résistance héroïque de Djena à la pénétration française. Cette résistance a fait de Djena une ville de martyrs. Et aujourd'hui, Djena est inscrit dans le patrimoine culturel au Mali. Le festival de Djena, c'est aussi la visite des lieux chargés d'histoire, le vestibule des martyrs, les tombes des soldats français et le puits sacré. À cela s'ajoute une programmation artistique et sportive alléchante. Chronique culture et société, projecteur sur le cinéma malien. C'est au lendemain du 28e FESPACO qui a ouvert ses portes dans la capitale burkinabé. Souleymane Cissé et Cheikh Oumar Sissoko, deux grands cinéastes maliens, ont marqué ce rendez-vous biennal du 7e art avec l'étalon d'or. Alpha Maïga et Abou Kone sont allés à leur rencontre. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, pour sa 28e édition, le plus grand rendez-vous du cinéma africain, reçoit plusieurs pays parmi lesquels le Mali, qui nourrit des ambitions avec ses 10 films sélectionnés dans diverses catégories. L'importance du cinéma au sein de la société malienne, elle est importante. Mais j'avoue que celui qui a donné naissance à cette industrie avait pensé, mais malheureusement, il n'y avait pas de suivi. À la Maison du cinéma au Mali, cette participation malienne au FESPACO 2023 est considérée comme le retour du cinéma malien sur la scène internationale. Le nombre des films sélectionnés, une première dans l'histoire du cinéma malien. Un débat comme ça ouvert à la place de Modibo Keïta, je crois que ça l'honore aussi. Parce que sa vision de la vie était ça. Le cinéma, le théâtre, tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne l'art. La sélection 2023 du FESPACO, c'est 170 œuvres en compétition sur 1200 films visionnés. Le Mali a 7 films en compétition officielle dans 4 catégories. On peut citer entre autres Fanga de Fousseini Maïga dans la catégorie série ou encore Les Cavaliers de Tonka de Mohamed Deyfour Diawara dans la série FESPACO Short. En ce qui concerne la sélection Panorama, il faut retenir Les Voies croisées, un documentaire de Boubatouri. S'agissant de la catégorie animation, 4 films sont dans le starting block. Autre thème du fait de société, la violence contre les femmes, la mésentente entre les familles. On est dans une société où les problèmes dominent et on n'arrive pas à les résoudre. Et il faut qu'on avance. Par ailleurs, le Mali a réussi à marquer les annales du FESPACO avec 2 cinéastes qui ont remporté les talents d'or dans le passé. Quand je suis rentré dans le cinéma, j'ai vu l'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle je me suis consacré à ce métier. J'ai fait un premier film, ça a été un drame. Un deuxième, ça a été un drame. Un troisième, finalement, qui a permis au Mali d'être connu dans le monde entier. C'est le film Yélé. À noter que le Mali est l'invité d'honneur de cette 28e édition qui a pour thème
cinéma d'Afrique et culture de la paix. Les sports dans ce 20h week-end, c'est avec Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodji. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Coupe de la Confédération, troisième journée de la phase des poules. L'AS Real ne gagne toujours pas. Hein? Oui, les Scorpions décidément ne gagnent pas. Une défaite, 2 matchs nuls. Et aujourd'hui, c'était un match nul contre les Tanzaniens des Young Africans. On va voir les images justement de cette rencontre au stade du 26 mars. Les Tanzaniens ont ouvert le score, vous le voyez, par Mayele, d'un tir du pied gauche, 1-0 pour l'équipe visiteuse. Il a fallu attendre justement la dernière minute en fin de partie pour que, vous apercevez Djigui Diarra, l'ancien gardien du Stade Malien de Bamako, et c'est sur ce corner que le Real va établir la parité par Émile Koné. Voilà. 90e minute. Exactement. Un but partout, le Real sauve en tout cas le point de nul à défaut donc de remporter cette partie. On voit toute la joie des supporters de l'AS Real de Bamako, sauf que c'est un résultat qui n'est pas tellement flatteur, Ibrahim. Voilà. Et on aurait voulu que l'AS Real en tout cas se remette en selle avec une victoire face à cette équipe tanzanienne, mais ça n'a pas été le cas. On rappelle que l'autre rencontre du groupe a vu les Tunisiens de l'US Monastir qui avaient joué la semaine dernière contre le Real. Ils sont allés battre à Lumumbashi l'équipe du TP Mazembe sur le score de 2-0. Et du coup, au classement, après 4 journées, ce sont les Tunisiens de l'US Monastir qui occupent la tête au classement avec 7 points, suivi les Young Africans de Tanzanie, 4 points. 3 points pour le TP Mazembe à la 3e place et 4e, l'AS Real de Bamako avec 2 points. Alors la 4e journée, ce sera pour le mercredi 8 mars avec les rencontres Young Africans contre AS Real et l'US Monastir contre TP Mazembe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que mathématiquement, le Real est encore en course pour la qualification en quart de finale, mais avec des chances peut-être assez réduites. Voilà. On va souhaiter bonne chance au Real de Bamako. Athlétisme à présent, les championnats nationaux cadets se sont joués hier. Oui, les champions de l'intérieur du pays sont venus s'ajouter à ceux de Bamako pour disputer la phase finale. Alors, sur un terrain pas forcément adapté, eh bien, ce sont les régionaux qui ont dominé les débats, nous dit Famurou Djourti. Ils étaient plus d'une centaine d'athlètes venus des différentes zones du Mali, portant le costume de champions et championnes de leur catégorie, à se retrouver dans la capitale pour le titre suprême de champion du Mali. Les épreuves qui étaient concernées en filles et garçons sont les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 3000 mètres pour les courses, en plus des concours du saut en longueur et du lancer des poids. Dans l'épreuve reine, le 100 mètres, chez les filles, Odile Kamaté de CAJS est la première à franchir la ligne d'arrivée. Elle est suivie par Siga Diaby de l'AS AK et Awa Traoré du Sigui de Kaï. Chez les garçons, Samba Koulibaly de l'USFAS a dominé ses concurrents dans son entre. Ousmane M. Touré de l'AS Niafunke et Boubacar Diané du Sigui de Kaï sont arrivés respectivement 2e et 3e. Les performances réalisées par les athlètes au cours de ces championnats ne seront pas homologuées par World Athletic. Les résultats en terre battue ne sont pas reconnus par World Athletic, notre structure internationale. L'intégrité physique aussi est menacée. La terre battue, surtout ici, on est venu subitement, on nous a dit que le stade sera fermé pour 3 semaines. S'il fallait attendre 3 semaines, on allait se retrouver à 1 semaine du meeting des 100, ça ne serait pas possible. Alors que ces jeunes vont encore courir à 100. La direction nationale du sport militaire a sauvé le championnat national d'athlétisme cadet, afin que nous puissions terminer avec la finale du championnat cadet. À l'issue de cette compétition, les athlètes des régions se sont montrés assez performants, à l'image de l'AS Alençon de Koutiala, CAJS de San ou encore le RAC de Kati. Voilà, Ibrahim, on va juste terminer en disant que le prochain rendez-vous de l'athlétisme, c'est bien évidemment le traditionnel meeting de San. Voilà. Un grand rendez-vous de l'athlétisme au Mali. Effectivement. Merci beaucoup Kodji Sibi pour toutes ces informations sportives. Merci également à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Vous l'aurez compris, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, particulièrement à nos téléspectateurs de Al-Hank et Arawan, c'est dans la région de Taoudéni.
Très bon moment de télévision en notre compagnie et excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.